RTCI nous réunit. 8 heures sur les ondes de la chaîne Inter, tous les mardis. Il est parmi nous pile à l'heure. Docteur Moaz Chif, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous les petits citoyens tunisiens et que le printemps qui vient soit porteur de beaucoup d'espoir et beaucoup de solutions aux problèmes des droits de l'enfant en Tunisie. Alors, beaucoup de sujets au menu d'aujourd'hui. On va commencer avec le premier sujet puisqu'on célèbre la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Le thème choisi pour cette année, le profilage racial et l'incitation à la haine dans le contexte de migration. Oui. On sait que beaucoup des enfants d'Afrique sont sur les trajets de migration et sont sur les routes de la migration et qui sont malheureusement victimes de beaucoup de discrimination. Discrimination tout le long du chemin de parcours et une discrimination aussi exécutée au niveau des pays d'accueil. Nous ne sommes pas égaux devant la misère, nous ne sommes pas égaux dans ce qui amène un enfant à migrer. Souvent, ce ne sont pas des enfants qui sont tout seuls, ce sont des enfants qui sont accompagnés au sein de leur famille et qui, en cours de route, se retrouvent parfois seuls parce qu'ils ont perdu la main qui les tenait, ils ont perdu le parent qui les protégeait, et ils se retrouvent seuls. Et en plus de cela, victimes de discrimination. Toutes les statistiques le disent et le démontrent, et entre autres, le nombre de décès en Méditerranée a atteint des chiffres qui sont absolument intolérables ces dernières années. Le dernier en date, qui n'est pas en Méditerranée, mais qui est ailleurs, c'est survenu le 17, je pense, mars, il y a quelques jours, ce bateau de migrants somaliens qui a été bombardé par l'alliance menée par l'Arabie Saoudite. C'est un bateau de migrants, tout simplement, qui a été la proie à un bombardement qui a entraîné la mort d'un grand nombre de migrants. Comment est-ce qu'on peut exercer autant de violence sur des gens complètement démunis qui sont à la dérive, et là c'est vraiment le cas de le dire, malheureusement. Il méritait ce focus particulier. Tout à fait. En rappel à la célébration de cette journée pour la lutte contre la discrimination raciale. D'ailleurs, on rappelle, le profilage racial et ethnique consiste pour les forces de l'ordre, les services de sécurité et la police des frontières à soumettre des personnes à des fouilles poussées. Absolument. Voilà. Un autre sujet. Avant de passer à l'autre sujet, on n'oublie pas notre leitmotiv hebdomadaire à RAFEF. 97% du budget de l'éducation nationale part dans les salaires et il ne reste que 3% pour la gestion de 2 millions d'élèves. Ouais. L'année de 2017 a été décrétée année de l'enfance par le gouvernement tunisien, et hier, le président de la République s'adressait à la population tunisienne dans un dialogue télévisé à propos de l'anniversaire de la fête de l'indépendance. Et malheureusement, nous n'avons eu aucun mot pour l'enfance tunisienne, aucun projet, aucune stratégie, rien de déployé pour faire que les enfants participent à cette fête de l'indépendance et pour leur montrer qu'ils sont un souci pour les gouvernants. Ces générations futures sont malheureusement soumises à beaucoup d'aléas. Et d'ailleurs, pour faire une petite comparaison, en ce moment même, se déroule de l'autre côté de la Méditerranée, en France, les présidentielles et porter les droits de l'enfant au cœur du débat. C'est la première question qui se pose. Qu'est-ce que vous allez faire pour les générations futures, pour l'école? Quel est le projet de l'école? Le projet pour les enfants. On voit que la citoyenneté, la porte d'entrée à la citoyenneté, d'accès à la citoyenneté de toute population dans un régime républicain est l'école. Et l'école est au sein du débat pour amener les citoyens qui votent à choisir le meilleur projet
trouver la meilleure proposition pour le prochain président de la République. Non seulement elle était parmi les premières questions pour ce débat, mais nous avons vu tous les candidats à la présidentielle défiler dans les écoles et surtout dans les écoles primaires pour aller écouter les enfants, pour exposer leurs projets aux enfants, pour s'individualiser, pour dire qu'est-ce qui les apporterait de plus par rapport à un autre candidat. Même si les enfants ne votent pas, on comprend ce que cela veut dire. Quand on parle d'un enfant citoyen, ils sont au cœur du débat. Ce sont des partenaires pour les politiques. Et ce rapprochement entre la tête du gouvernement, entre le président et la base de la population que représentent les enfants et les générations futures, est la première reconnaissance par le pouvoir de la place de citoyen qu'occupe l'enfant et de préparer son avenir et son intégration, que ce soit dans le schéma social ou dans le schéma professionnel ou dans les propositions politiques dans le pays. C'est comme ça que l'on sent que l'on appartient et qu'on est au cœur de la préoccupation des adultes et des décideurs, chose qui nous manque cruellement à Rafef. Et vous savez combien d'occasions ratées les politiques et les décideurs ont eu pour prendre contact avec les enfants. Il y en a même une campagne qui a été lancée, un livre blanc, une campagne pour que les politiques se préoccupent des droits de l'enfant. Ce livre blanc a pour objectif, dans un premier temps, d'interpeller les politiques avant les échéances électorales présidentielles et législatives afin que ceux-ci mettent les droits de l'enfant au cœur du débat. Alors, quand les enfants sont absents du discours du président de la République le jour de l'indépendance, alors que le chef du gouvernement a décrété que l'année 2017 allait être l'année de l'enfance, nous voyons combien nous sommes dans une espèce de cacophonie et il n'y a pas une vue réelle et une harmonie à la tête de l'État tunisien entre président, chef du gouvernement et président de l'Assemblée des représentants du peuple. Il est grand temps, à notre avis, que les décideurs se rapprochent du projet de société, et se rapprochent d'une écoute et se rapprochent d'un dialogue avec les petits citoyens tunisiens. Voilà, on va marquer une courte pause musicale et on se retrouve toujours avec Dr Moaz Chif dans les droits de l'enfant. Restez branchés sur RTCI. Où que vous soyez, écoutez toutes nos nouveautés. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go. Time has come as we all go down. Yeah, but for the folk who my heart, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, 'cause they will run you down to the door. Yeah, someday we'll run you down till you fall. And they
La matinale de RTCI continue sur la 98.2, la 92.0, bien sûr le net, www.rtci.tn. Toujours avec nous, Dr Moaz Chif, président de l'Association tunisienne de défense des droits de l'enfant. Et comme chaque mardi, on se retrouve pour défendre les droits de l'enfant. Et cette fois-ci, on va parler de la grève de l'enseignement secondaire, et le bureau exécutif de l'Union générale tunisienne du travail a exprimé dans un communiqué rendu public samedi dernier son refus de la décision relative à la suspension des cours dans les collèges et les lycées à partir du 27 mars. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le ton monte entre le bureau exécutif de l'UGTT et le syndicat de l'enseignement secondaire. Qu'en est-il de nos enfants? Oui, qu'en est-il de nos enfants? Qu'en est-il de droit à l'éducation de nos enfants? Qu'en est-il de l'obligation de protection de l'État vis-à-vis de nos enfants? Le droit de l'enfant doivent être garantis par l'État et non pas garantis par les syndicats. Que va-t-il advenir de nos enfants pendant ces grèves? Nous allons rappeler à Rafef très brièvement ce qui est arrivé la semaine dernière dans un collège de Tunis où des enfants ont été intoxiqués par un produit quelconque, peu importe les conditions dans lesquelles c'est passé. L'essentiel, c'est de dire que cela s'est passé au cours d'une heure d'absence d'un professeur. Les enfants ont été mis en dehors de l'école alors que les parents pensaient que les élèves étaient à l'école et poursuivaient leurs cours. Il y a eu une interruption de l'obligation et du devoir de protection de l'État vis-à-vis de ces enfants, et l'inévitable a eu lieu. Non seulement ils ont reçu des produits qui les ont intoxiqués, mais en plus de cela, tous les enfants qui ont fait le test de ce produit ont donné leur nom, leur prénom, leur adresse, leur numéro de téléphone à des personnes parfaitement inconnues, et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont en faire et comment vont être utilisées ces données personnelles qui ont été délivrées par les enfants. D'ailleurs, docteur, on va rappeler les faits. Plus d'une dizaine d'élèves de la même classe ont été invités par des agents commerciaux au bord d'une camionnette à déguster un jus. Profitant d'une heure creuse due à l'absence d'une enseignante, les élèves ont accepté la proposition. Aussitôt après, ils ont souffert de diverses complications, douleurs abdominales, vomissements et bien d'autres douleurs. Les élèves ont été transportés à l'hôpital Mahmoud El Matri à l'Ariana et la police a ouvert une enquête. Le jus serait, selon toute vraisemblance, toxique ou impropre à la consommation. Et pendant ce temps, le camion de dégustation s'est évaporé. Absolument. Donc on comprend quels peuvent être les risques. Il n'y a pas que ces risques-là. Toutes les dérives sont possibles quand les enfants sont en dehors de tout système de protection, alors que les parents pensaient qu'ils étaient à l'école. C'est une obligation, et une obligation constitutionnelle. La continuité des prestations publiques de l'État doit être assurée à tous les citoyens, y compris les enfants. Quand vous avez un emploi du temps scolaire et qui dit que vos enfants sont de telle heure à telle heure à l'école, ils sont sous la responsabilité directe de l'État. Alors, ce que nous ne comprenons pas, c'est comment est-ce que, d'abord, l'État est en train de faillir à ces deux obligations. Premièrement, l'obligation d'éducation, et deuxièmement, à son obligation de protection, et qu'il n'y a aucune question de poser à l'État pour la défaillance dans ces deux rôles. Où est la responsabilité du cadre éducatif du cadre syndical quand on prend des mesures comme une grève prolongée, ou ce qu'ils disent, puisqu'il ne s'agit pas de grève, mais une interruption des cours, ce qui revient en pratique à exactement la même chose. Quelles sont les solutions qui ont été amenées par ces deux intervenants pour assurer la protection de l'enfant pendant toute cette période? Je vous rappelle, Rafef, qu'il y a plus d'un an, nous avons organisé à l'occasion du 20 novembre la fête internationale des droits de l'enfant, une table ronde au cours de laquelle ont été conviés tous les intervenants au sein de l'école pour débattre précisément d'une solution alternative
alternatives pour assurer la continuité de la protection des enfants pendant le temps scolaire en cas de grève ou en cas d'absence du cadre éducatif. Et malheureusement, la moitié de la salle était vide et les intervenants n'ont pas répondu même à l'appel d'une table ronde pour discuter tout simplement de la solution à trouver. Au cours de tous ces débats que l'on voit entre la centrale syndicale et le ministère, jamais il n'a été question de prendre des mesures pour assurer la continuité de protection des enfants et pour discuter avec la centrale syndicale qui se dit être non seulement une institution pour défendre le droit, les droits professionnels de ses affiliés, mais qui se pose comme étant une instance nationale qui intervient dans toutes les questions qui font débat dans ce pays, et ça depuis les mouvements de libération. Donc on parle d'une grande histoire de la centrale syndicale, mais dans cette grande histoire, nous ne voyons pas la responsabilité de la centrale syndicale envers les enfants, le sentiment d'obligation de protection des enfants. On parle de grève, on parle de revendication, on parle de défense de droits humains, mais on n'a jamais jusqu'à présent parlé de droits de l'enfant, du droit de l'enfant à une éducation, du droit des enfants dans l'éducation. Il y a aussi évaluation, il y a aussi diplôme. Je vous rappelle qu'il y a une année au cours desquelles les enfants n'ont pas subi d'évaluation et qu'il y a eu un passage systématique. C'est un antécédent extrêmement grave parce que ça s'est passé à l'échelle nationale et dans un silence quasi tombal de la part de la centrale syndicale. Ce sont des choses qui sont extrêmement graves et qui malheureusement, et peut-être le scénario va se répéter cette année. Absolument. Si on va au-devant de ce genre de décisions qui sont prises, et quelle est l'alternative? Quelles sont les solutions par ces personnes qui se disent responsables de l'éducation et responsables de l'enfant en Tunisie, quand en plus ils sont à la tête de ce comité de pilotage qui est en train de gérer la réforme de l'éducation en Tunisie. Encore une fois, on rappelle qu'il est géré par 3 intervenants, le pouvoir exécutif, la centrale syndicale, le syndicat, l'UGTT, et par l'Institut arabe des droits de l'homme. Alors ce 3e intervenant, ce soi-disant arbitre, où est-il? Il brille par son absence, il est absent du débat, il est absent de cette espèce d'affrontement qui existe entre la centrale syndicale et le ministère, au point que c'est devenu non plus une histoire de principe ou de droits syndicaux, c'est devenu un problème politique et un problème de changer le ministre qui est à la tête du ministère. Alors nous voyons toutes les dérives auxquelles mènent de mauvais choix dès le départ, parce que dans ce conflit qui oppose la centrale syndicale au ministère et au gouvernement en général, les principaux intervenants que sont les enfants et la famille sont toujours absents et le resteront, et cela explique cette espèce d'affrontement au sommet qui existe parce que tout simplement on n'a pas voulu élargir le débat entre tous les événements, les intervenants, et peut-être que s'il y avait d'autres intervenants, on ne serait pas arrivé à ce degré de tension entre ces 2 intervenants. Et d'ailleurs, on profite, Dr Mouachif, de l'occasion pour lancer un appel au ministère de la Santé, mais aussi au ministère de l'Éducation, pour essayer de protéger les enfants, non pas seulement quand ils ont une heure creuse. Dans l'environnement proche. Voilà, dans l'environnement, les alentours de l'école, puisqu'un groupe de 30 élèves au collège Hariri de Tunis a été victime d'une intoxication alimentaire samedi dernier. Et selon un communiqué publié par
le ministère de la Santé, l'enquête a permis de savoir que des gâteaux achetés auprès d'une pâtisserie proche du collège en question sont à l'origine de l'intoxication. Absolument, et on parle maintenant d'une surveillance particulière de toutes les pâtisseries ou de tout vendeurs ambulants qui sont dans la périphérie des écoles. Cela remet encore une fois, si cela est nécessaire de le répéter, la question qu'on a toujours posée, qui est responsable du périmètre qui environne les institutions éducatives. Et la menace n'est pas uniquement une menace de santé par l'ingestion de produits avariés, mais il y a aussi un problème sécuritaire, il y a aussi un problème idéologique d'intervenants et il y a un problème de drogue, il y a un problème de délinquance. Les problèmes sont multiples et encore une fois, on ne délimite pas les responsabilités. C'est ce qui explique toutes les dérives que nous sommes en train d'observer autour de nos institutions éducatives. Alors, avant de terminer notre chronique pour aujourd'hui, on célèbre une autre journée très importante, la journée mondiale de la trisomie 21. Si la trisomie 21 demeure la cause principale du retard mental chez les personnes déficientes intellectuelles, elle reste mal connue du grand public. On sait généralement que l'origine de la maladie est la présence d'un chromosome dans le patrimoine génétique du malade, mais bien peu de choses sur le traitement qui pourrait être mis en œuvre. Si vous pouvez nous expliquer un peu plus par rapport... Au-delà de l'explication, la sonnette d'alarme que je souhaiterais tirer ici aujourd'hui, c'est cette tendance à l'eugénisme par le développement de toutes les méthodes de diagnostic anténatal. Le diagnostic anténatal de la trisomie 21 s'est extrêmement bien développé au cours de ces dernières années et amène à un comportement, je dirais, un petit peu excessif par des avortements thérapeutiques pour cause de trisomie 21. Les méthodes de diagnostic anténatal s'est développé au point qu'il existe actuellement des techniques très peu invasives qui permettent à partir de prélèvements sanguins de faire le diagnostic d'une trisomie 21 et très souvent, Rafef, malheureusement, les parents ne sont pas correctement informés et des décisions trop hâtives sont prises pour interrompre ces grossesses. Malheureusement, c'est une réalité qui compromet le droit premier de ces enfants, qui est le droit à la vie, pour être tout simplement porteur d'une anomalie chromosomique. Merci beaucoup, merci Dr Moaz Chif. Notre chronique prend fin pour aujourd'hui, mais avant de se quitter, oui. Absolument. Deux mots. Le premier par rapport à la justice, et nous sommes en train de voir à Rafef un très grand nombre de dossiers qui arrivent à l'association de plus en plus important sur le rapport qui existe entre la justice et les enfants. Malheureusement, un enfant devant un juge a très peu de poids, sa parole n'est pas entendue et n'est pas prise en considération, et chaque fois qu'un enfant est en conflit avec un adulte, en dehors de preuves probante, ce qui est extrêmement difficile parce que l'agression et l'atteinte aux droits de l'enfant se passe en vase clos, se passe dans la famille le plus souvent, d'autant plus si l'enfant est en bas âge. On imagine bien qu'un bébé n'est pas en train de se promener ou un enfant de 2 ou 3 ans se fait agresser le plus souvent par des personnes qui sont dans son environnement le plus proche. Quand on se retrouve devant un juge, parole d'enfant contre parole d'adulte, la parole d'enfant n'a absolument aucun poids et nous sommes en train d'assister à des injustices absolument flagrantes. Nous ne savons pas malheureusement où en est l'avancement de la réforme de la justice juvénile. Et le projet de l'enfant victime est un projet qui piétine et qui traîne et qui n'avance pas à la vitesse voulue. Et combien nous souhaiterions que, encore une fois, cette déclaration de l'année 2017, année de l'enfance, donne le jour à une amélioration de la législation et à donner un peu plus de poids
à la parole de l'enfant à chaque fois qu'il se retrouve devant la justice dans notre pays. Non seulement devant la justice, mais encore une fois devant les postes de police. Un enfant ou une maman qui essaye de porter plainte pour son enfant, pour des torts qu'il aurait subis, malheureusement n'est pas du tout écouté, et il y a cette espèce d'absence de prise de considération de la souffrance, surtout de la souffrance psychologique des enfants pour tous les torts qui leur sont infligés, que ce soit dans leur famille ou dans les institutions éducatives. Et pour clore, cette fois-ci définitivement, on a parlé pendant les 2 semaines qui sont passées des problèmes des enfants et de la guerre, et de cette initiative de protéger les enfants de la guerre et de l'enrôlement de la Tunisie dans ce mécanisme. La société civile vient de constituer une alliance d'associations qui s'appelle Alliance de protection des enfants de la guerre, pour porter une attention particulière à tous ces enfants, et surtout et en premier lieu et dans l'urgence actuelle de ces enfants qui sont détenus dans les prisons libyennes. Et on parlera avec plus de détails à propos de cette alliance mardi prochain, toujours dans la chronique de défense des droits de l'enfant. Merci beaucoup, Dr Mohaslif. On se retrouve la semaine prochaine. RTCI nous réunit.